La question, c'est quelles sont les pratiques dites alternatives que vous voyez poindre dans vos établissements. J'ai bien dit qu'elles soient en relation directe ou simplement indirecte avec ce que l'on peut considérer comme étant des pratiques sectaires. Est-ce que, bon, pour être clair, nous entendons, nous, très régulièrement, chaque semaine, que les problèmes fondamentaux par rapport à nos patients, parce que ce qui est important, c'est l'intérêt des malades et voir comment on peut les soigner de la meilleure façon possible. On se rend compte que l'accueil, que l'écoute sont des questions extrêmement importantes et que manifestement, nombre de nos concitoyens ne trouvent pas forcément dans vos établissements l'accueil et l'écoute qu'ils seraient en droit, ou en tout cas qu'ils espèrent. Et que le recours à nombre de pratiques alternatives sans danger ou dangereuses découle beaucoup de ce point-là. Alors, c'est par rapport à cela que je souhaiterais aussi avoir votre avis. Qu'est-ce que vous constatez comme évolution? Vous nous avez parlé des formations, parce qu'on sait bien qu'en matière de formation, c'est là où un certain nombre de mouvements à caractère sectaire concentrent leurs efforts, parce que ça a un intérêt pour la diffusion de leur technique, oui, je cherche le mot approprié. Ça a un intérêt aussi, il faut bien le dire, dans nombre de cas financiers, et que c'est aussi pas très facile à déceler. Bon, par rapport aux utilisateurs, mais il n'y a pas que ça. Appuyez sur. Par rapport à la question que vous posez, très clairement aujourd'hui, concernant la FEAP, je n'ai aucun relevé de pratiques qui pourraient nous inquiéter. Et sur ce point-là, je suis incapable aujourd'hui de répondre à la question quels sont, de votre point de vue, les lieux où il y aurait des pratiques, d'autres pratiques, on va dire. Sauf sur un point. Au niveau des organisations fédérées dans le secteur privé non lucratif, un bon nombre d'établissements de santé ont un établissement de formation initiale adossé à l'établissement, et cela peut concerner des formations infirmières, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, etc. Et c'est vrai que le fait aussi de travailler ensemble, de travailler en réseau, de faire du travail de réflexion sur les contenus, sur l'inventaire qui existe aujourd'hui des différentes méthodes. Parce que dans ces domaines-là, il y a des méthodes extrêmement diverses et variées, permet aussi dans un travail collectif, me semble-t-il, en tout cas ce que nous faisons, permet aussi de repérer à l'intérieur de ce travail collectif je dirais quelque chose de l'ordre d'une ligne de conduite propice à aider à repérer ce qui éventuellement pourrait poser question. Mais au niveau des établissements de santé eux-mêmes, aujourd'hui, franchement, je n'ai vraiment pas d'exemple ou d'alerte qui nous serait remonté, qui remonte aussi facilement, parce qu'il y a dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et sociaux aujourd'hui, malgré tout, une application de bonne qualité, même si beaucoup reste à faire, bien évidemment, sur la question de la place des usagers, des conseils de la vie sociale, enfin tout un tas de lieux qui ont ouvert ces établissements et qui permettent, malgré tout, d'avoir d'autres regards, d'autres approches, des lieux de concertation, d'élaboration. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, rien n'est remonté par rapport à ça. C'est pas pour autant que ça n'existe pas. C'est que les systèmes actuellement en œuvre, en tout cas du point de vue des grandes lois de 2002, de 2005, etc., avec une présence avérée de l'extérieur, des usagers ou des familles, aujourd'hui ne permettent pas de faire remonter ce type d'interrogation sur des pratiques qui seraient des pratiques limites ou aujourd'hui non. Oui, monsieur le rapporteur, pour répondre à votre question, je voudrais faire finalement deux remarques. La première
c'est un constat, effectivement, rejoint quand même le constat que vous faites d'une plus grande pression des patients eux-mêmes vis-à-vis de ces alternatives, de ces médecines alternatives, qui renvoie finalement au paradoxe que je soulignais en amont tout à l'heure, la perte de repères, une certaine incertitude et finalement le paradoxe entre une médecine toute puissante d'un côté, mais aussi une médecine qui n'arrive pas à répondre à un certain nombre de difficultés vécues par les patients, qui laisse un interstice, j'allais dire, pour les mouvements sectaires. Donc ça, c'est effectivement le premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est du fait de l'autonomisation de l'acteur face à un certain nombre de questions qui restent parfois sans réponse dans sa prise en charge. Aujourd'hui, le patient a envie d'être acteur de cette prise en charge, il n'a pas envie de rester passif, et il va donc avoir tendance, avec aussi le développement de l'information, à aller chercher des réponses ailleurs, et il peut notamment en trouver dans ces médecines alternatives. Donc oui, c'est un fait, on constate quand même, et c'est pas proprement le fait de l'hôpital, je crois que c'est aussi la médecine de ville qui constate ça, on a une pression des patients qui viennent avec des techniques dont ils ont entendu parler, par les médias aussi parfois, d'aromathérapie, d'autres techniques dont on ignore parfois même le nom. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui me semble vraiment fondamental pour répondre à votre question, et pour ce qui concerne la Fédération hospitalière de France, donc les établissements publics de santé, c'est qu'il faut bien différencier les médecines alternatives et les médecines complémentaires. Les médecines alternatives, effectivement, leur définition est inhérente à ce qui vient d'être dit, c'est elles viennent se substituer aux médecines traditionnelles. Et en aucun cas, les établissements publics de santé ne peuvent les accepter, puisqu'on n'est pas là pour prendre une médecine à la place d'une autre, dès lors que celle-ci n'est pas validée. En revanche, les médecines complémentaires, il y a une réflexion au sein des établissements de santé, puisque, je veux dire, la définition, c'est elles peuvent s'intégrer dans une prise en charge conventionnelle. Je dis bien s'intégrer dans une prise en charge conventionnelle, mais dès lors que les traitements complémentaires ont une efficacité clinique prouvée, démontrée, donc un plus pour le patient. Et ça peut effectivement être le cas. On a eu notamment l'exemple d'un de nos établissements adhérents qui a accepté, j'allais dire, que une des demandes d'un professionnel de santé qui exerce en son sein, qui est un masseur kiné, qui souhaitait développer l'aromathérapie. Donc il y a eu un débat dans l'établissement, il m'a semblé plutôt sain. Il y a eu une recherche préalable qui a été faite, il y a eu un intérêt qui a été démontré, et surtout, c'est le troisième élément qui revient presque nous à notre position, il y a eu un débat en commission médicale et établissement. C'est-à-dire pour nous, il y a trois conditions. Pourquoi pas pour ces médecines complémentaires, non pas alternatives, dès lors qu'elle s'est précédée d'études et de recherches par le pharmacien, par le responsable du comité de douleur, etc., par la communauté médicale, en tout cas par les professionnels. Deuxième élément, un acteur que je n'ai pas cité, ce sont les sociétés savantes. Il peut y avoir effectivement des recommandations de bonnes pratiques. On a beaucoup qui peuvent avoir travaillé sur les sujets. Donc dès lors qu'il n'y a pas de position des sociétés savantes, il me semble hasardeux de s'introduire dans ces médecines. Et troisième élément, dans un établissement, c'est inévitablement un débat en commission médicale d'établissement, puisque c'est le lieu où doivent avoir lieu ces débats avant toute introduction de médecine complémentaire, puisqu'on parle bien de médecine complémentaire et non pas alternative. Si vous permettez de poursuivre sur ce que vous venez d'indiquer, vous considérez que l'entrée dans des établissements hospitaliers de pratiques complémentaires, nous sommes bien d'accord sur la différence avec les pratiques alternatives et de la stricte compétence de la commission médicale d'établissement, et que ça ne relève pas du ministère de la Santé ou... Semble, monsieur le rapporteur, parce qu'on peut vous savez, on a eu des débats sur la fasciathérapie, sur un certain nombre de méthodes dont on peut considérer que si elles font pas de mal, c'est pas grave, mais c'est quand même... Parce que vous pouvez avoir dans une commission médicale d'établissement un professionnel qui, pour des raisons X ou Y, soit entraîné dans un processus de dérive sectaire et qui arrive à convaincre ses collègues que on peut prendre le risque, y compris au niveau de l'hôpital, d'accepter le fonctionnement, d'assumer les coûts. Vous pensez aujourd'hui, c'est la suite de la question, parce que ce sont les questions que tout le monde se pose, que le financement de ces pratiques par les hôpitaux, au lieu et place, parce que ça c'est financier, des pratiques de la médecine conventionnelle ne pose pas un problème. Clairement si, pose une difficulté. C'est pour ça que
d'une part, nous, ce qu'on constate, c'est effectivement que les médecines complémentaires, en tout cas avec toutes les limites aussi du recueil d'informations qu'on a tous les trois soulignées, c'est un phénomène, je vais dire heureusement très, très marginal. Et pour nous, ça ne peut qu'être que dans les trois conditions cumulatives, hein, c'est-à-dire des travaux préalables, des recommandations de bonnes pratiques de la part de sociétés savantes, et trois, un débat collégial au sein de la CME. Mais ce qu'on constate, c'est que, je vais dire, clairement, ce n'est pas l'assurance maladie, effectivement, de prendre en charge ces techniques, mais ce qu'on constate, j'allais dire, c'est qu'heureusement, ces phénomènes sont très marginaux et relèvent plus parfois de l'initiative d'un individu ou d'une équipe qui souhaite faire un petit peu mieux, un petit peu plus, mais toujours en étant encadré. Mais effectivement, on est sur des sujets très, très délicats. Il semble que ces dernières années, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. C'est le recours à des référentiels de bonnes pratiques, des conférences de consensus. Et aujourd'hui, si on regarde sur le champ de la santé avec l'HAS par exemple, ou sur le plan, le registre du médico-social avec l'ANESM, il y a là des productions de pratiques et de recommandations de pratiques professionnelles qui font l'objet de larges consultations, en tout cas de consultations les plus larges possibles, probablement qu'on n'ait jamais vues, qui font appel également à des avis, à des expertises, etc. Et aujourd'hui, nous disposons d'un arsenal qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années, du fait que les établissements peuvent aussi s'appuyer sur des recommandations. Alors, s'appuyer, je dis bien s'appuyer, après ça se discute, ça s'élabore à l'intérieur. Je pense qu'il y a aujourd'hui un outillage qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, qui est relativement précieux. Et enfin, est-ce que vous avez des remontées par rapport aux établissements, par exemple, du combat qui est mené par une organisation comme la Scientologie contre la psychiatrie? Ça, parce qu'on connaît ça même en n'étant pas dans les hôpitaux, hein, parce qu'on en reçoit. Oui, effectivement, il y a eu quelques cliniques psychiatriques qui ont eu des mouvements à l'extérieur de leurs murs, effectivement. Des difficultés effectivement qui nous sont remontées d'un certain nombre d'organismes face auxquels, je vais dire, les directions d'établissement se retrouvent un petit peu seules, dans la mesure où ce qui nous a été signalé par plusieurs établissements, c'est des organisations qui demandent à avoir accès au registre d'admission, plus exactement de visite dans les services de psychiatrie. En quoi ils demandent à avoir accès au registre, on sait quels sont les services de l'État qui ont visité l'établissement, etc. Donc systématiquement, en tout cas d'après les éléments qu'on a pu recueillir, les directions s'y opposent. Les organisations font un recours auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, CADA, qui donne raison pour la consultation de documents, et ce qui effectivement crée un certain nombre de difficultés et d'incompréhension de la part des directeurs d'hôpitaux, puisque c'est à eux que sont confrontés ces demandes. Donc il y a sans doute là un point à revoir, et un point d'ailleurs qu'a identifié la Miviludes, hein. J'ai cru comprendre. Vous pouvez nous en dire plus sur ces associations? Pas avec les éléments. Non, mais sur leur nom. Sur leur nom, effectivement, dans la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, qui nous est la plus souvent citée. Et vous avez une idée de ce qu'ils font lorsqu'ils obtiennent communication de ces registres? Madame Génisson. Oui, merci de vos interventions qui sont très intéressantes. Monsieur le directeur Non, vous êtes le directeur, si enfin, peu importe. Il faut qui représentait la FHF. Vous nous avez dit des choses intéressantes concernant la perte de repères de nos concitoyens, avec en même temps l'exigence d'autonomie, finalement une surinformation possible et pas toujours bien comprise. Je crois que le sujet de la perte de repères est quelque chose d'important. On a en même temps le problème de la toute-puissance de la médecine et en même temps finalement des citoyens qui doivent pouvoir s'interroger. Moi j'avoue que je suis aujourd'hui assez perplexe sur le débat de la prescription des pilules de 3e et 4e génération, avec un débat qui prend une amplitude qui me semble assez extraordinaire. Quand on sait
quand on prescrit ce type de pilule, qu'elle soit de première ou de n'importe quelle génération, que les risques de thrombose et thromboembolique sont quand même des choses qu'il faut examiner dans chacune de ces prescriptions. Et je trouve qu'on arrive, bon là, une situation où même au niveau du ministère, on est prêt à prendre des positions, coercitives par rapport à ces prescriptions. Donc je crois que c'est un facteur très important que nous devons prendre en compte au niveau de nos travaux, cet environnement. Vous nous avez, à juste titre aussi, évoqué le sujet de la formation, ça c'est, je veux dire que c'est presque un sujet archi classique. Vous avez parlé également du parcours de soins, et je pense que plus un patient est vulnérable, plus effectivement le sujet de l'éducation à la santé me semble être un sujet également qui doit pouvoir donner des clés. Je crois que ça relève aussi de la responsabilité publique, et je crois que c'est peut-être une voie que l'on pourra emprunter. Et puis après, vous avez fort justement évoqué le sujet donc des médecines complémentaires. Vous avez décrit les procédures qui vous semblent les plus adaptées. Moi, je vous pose carrément la question de savoir s'il ne faut pas être plus coercitif sur ce sujet-là, parce que on a eu un certain nombre d'auditions, à la fois de responsables administratifs au niveau des établissements hospitaliers, mais aussi de professionnels de santé, et non des moindres, en particulier dans le domaine de la cancérologie, et pour lesquels on a senti une sensibilité, pour ne pas dire, une mansuétude absolument extraordinaire par rapport à des propositions qui, pour le coup, peuvent paraître quand même, pour le moins surprenantes quant à leur efficacité. Alors même qu'on peut comprendre tout à fait l'importance de médecine complémentaire, de soins complémentaires. Je pense que là, on a quand même peut-être des procédures plus identifiées, et effectivement avec intervention, je pense, du ministère de la Santé pour au moins une méthodologie à définir, si ce n'est une labellisation de ces médecines complémentaires, qui me semble nécessaire. Puis enfin, Madame qui représentait l'hospitalisation privée, vous avez soulevé un sujet également important. Les frontières, le problème des frontières. Et aujourd'hui, où on parle d'écosystème, tout ce qu'on veut, de développement durable, on parle aussi on pourrait parler de médecine durable, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que on institutionnalise finalement des méthodes de prise en charge. Alors vous avez cité l'exemple de la gynéco-obstétrique, je crois que c'est un exemple particulièrement significatif, mais qui sont maintenant officialisés, j'ai envie de dire, et pour lesquels finalement on se demande quelles seront les limites. Et là aussi, je crois que ça nécessiterait en amont sans doute des travaux à la fois scientifiques, mais également qui associent les usagers, qui associent les citoyens, et qui doivent permettre de créer des cadres peut-être un peu plus rigoureux que ceux qui existent aujourd'hui. Parce qu'on a ce paradoxe quelquefois d'un extrême encadrement, et à côté de ça, des choses qui évoluent sans que finalement il y ait d'interpellations précises, à la fois citoyennes, scientifiques, au niveau de la communauté médicale, et qui, à mon avis, sont des portes d'entrée extrêmement possibles pour tous les mouvements sectaires qui n'attendent que ça. Oui, je crois qu'on a un sujet qui est extrêmement grave et avec beaucoup de difficultés, puisque dans la pratique des mouvements sectaires, ça repose avant tout sur l'abus de faiblesse. Et un endroit privilégié de l'abus de faiblesse, c'est bien évidemment quand on est malade, on est forcément en état de faiblesse. Et que dans ces conditions-là, c'est un lieu privilégié d'intervention de milieux sectaires ou autres. Alors, la véritable inquiétude que j'ai, c'est, vous nous dites, on peut à la limite accepter la médecine complémentaire. Si on est tous d'accord pour dire la médecine alternative, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il est facile d'établir une limite entre la médecine complémentaire et la médecine alternative? Ce qui veut dire que si on n'est pas dans cet état, et je crois que ça doit être difficile de trouver la frontière entre les deux, on a donc là une porte entrebâillée pour des activités que nous sommes amenés nous-mêmes à condamner. Donc je crois que la question que je me pose également, c'est dans quelle mesure il serait possible de mettre des barrières plus fortes pour éviter les dérives. Est-ce que ça passe par le réglementaire ou est-ce que ça passe par le législatif?
Autre question que je me pose, c'est effectivement sur le rôle et les moyens d'intervention des commissions médicales d'établissement. Donc toutes ces questions sont des questions, excusez-moi, mais j'essaye de me les poser en me disant demain si je suis patient, comment je réagis? Et comment le praticien qui est là pour répondre au serment d'Hippocrate, c'est-à-dire de me soulager, voire de me guérir, peut effectivement intervenir en mettant en jeu toutes les capacités qui sont les siennes. Et alors, autre question pratique, dans quelle mesure quelqu'un peut entrer à l'hôpital, et c'est votre précision, vous dites qu'on a possibilité d'avoir accès aux listes de patients hospitalisés, dans quelle mesure si une association, je passe mes mots, hein, je suis gentil quand je dis association, hein, je suis gentil là, quel groupe de citoyens, pour ne pas dire groupe de pression dans certains cas, peut avoir accès à ma personne si je ne le souhaite pas, et en particulier dans quelle mesure le fait qu'ils aient accès à une liste peut leur ouvrir le droit de venir frapper à ma porte de patient pour me prendre, entre guillemets, en charge. Merci. Parole maintenant. Pardon, si tu mets pas de son, on t'entend pas. Hein. Je disais, pour compléter ce que disait Alain, on peut avoir une association clairement identifiée, parfaitement, adaptée, et qui peut être infiltrée aussi. On en a eu l'exemple, enfin là, c'était pas une association, d'ailleurs, c'était un mouvement, une association qui gère l'hospitalisation à domicile. Donc, le sujet... Oui, l'allusion à laquelle fait, le phénomène auquel fait allusion Madame Génisson, c'est en fait la mise en place pour une patiente sortie de l'hôpital par la MDPH d'un système de soins sectaires, par une NDPH d'un système de soins sectaires. Donc c'est vraiment un cas peut-être extrême, quoique, qui pose question. Alors il y a des questions qui vous ont été posées. On attend vos réponses, mais je voudrais juste ajouter peut-être, pour compliquer le sujet, je me pose exactement, et le rapporteur aussi, je crois qu'on se pose tous exactement la même question, quelle est la limite entre la médecine complémentaire et la médecine alternative? Et une médecine alternative ne peut-elle pas devenir un jour, lorsqu'elle a prouvé qu'elle est efficace, une médecine complémentaire? Ça, c'est véritablement le problème dans le cadre des études qui peuvent être menées. Et j'aimerais aussi que vous nous disiez un peu, même si les observations qui ont été faites, en particulier par les FHF, sont intéressantes, je pense que les réponses que vous avez apportées au rapporteur ne le sont pas, parce que vous n'avez pas répondu véritablement à la question. On sait, nous, pour avoir auditionné des hôpitaux publics, qu'il y a dans des hôpitaux publics des médecines alternatives qui sont mises en place actuellement, ou sous la responsabilité de médecins, ou à la demande de médecins, ou même à la demande de direction. Et donc, la réponse ne peut pas être satisfaisante, parce que moi, je sais, parce que je fais partie de la FHF, que les hôpitaux en question sont adhérents de la FHF, donc on est au courant du problème posé. Et pourquoi est-ce que certains types de médecines qui ne sont pas des médecines complémentaires, c'est évident, qui sont appelées complémentaires parce que ça arrange tout le monde, mais qui ne sont pas des médecines complémentaires, arrivent à rentrer dans l'hôpital? Dans le privé, le problème est différent. Il est peut-être plus difficile à cerner et à empêcher. Mais dans l'hôpital, pourquoi les médecines complémentaires arrivent-elles aussi facilement actuellement? Je parle de la fasciathérapie, l'aromathérapie, certaines techniques chinoises, certains massages sans contact arrivent actuellement dans l'hôpital et à la PHP quand même, hein, donc des massages sans contact. Là, je ne vous demande pas de m'expliquer pourquoi ça est arrivé jusque-là, mais pourquoi est-ce qu'on peut tolérer ça, ou pourquoi est-ce qu'on ne peut ne pas dire que ça existe?
que c'est beaucoup ça. Parce que, si vous permettez, pour compléter l'observation du président, on a bien vu par exemple sur la PHP que la commission médicale d'établissement ne semblait pas du tout partager la position de la direction. Et encore, c'est un euphémisme. Bon. Donc quel est votre sentiment par rapport à ça? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit des conditions, c'est que la CME soit d'accord. Nous constatons que ce n'est pas le cas. Vous avez forcément connaissance de cette situation. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas d'avis particulier, ne connaissant pas suffisamment le dossier. Je crois que vous les avez auditionnés, ils ont pu vous donner les éléments, et la direction et la commission médicale d'établissement. La position que je vous exprime, c'est celle effectivement de la fédération, où on voit bien, effectivement, Monsieur le Président, vous le dites, pourquoi est-ce difficile d'en parler. Je crois que c'est là la question. Pourquoi est-ce que ces techniques, effectivement la frontière elle est très ténue, pourquoi est-ce que ces techniques arrivent à s'implanter? C'est tout simplement parce que à un moment les professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, se retrouvent assez seuls et en manque d'informations. C'est en ça que je crois que votre travail il est intéressant, et c'est en ça aussi, je pense, que les autorités ont vraiment une responsabilité très, très importante pour ne pas laisser faire n'importe quoi. Donc effectivement sur ces sujets-là, je crois que la pire des réponses, c'est de laisser finalement une trop grande place au jugement individuel, au jugement personnel, parce qu'il y a pas, je crois, il y a parfois une volonté de mal faire, mais il y a surtout beaucoup d'ignorance dans ces pratiques, et on ne voit pas forcément, comme dit le dicton populaire, on ne voit pas le mal partout. Et c'est bien effectivement toute la perversité du phénomène. Donc nous, ce pourquoi on plaide, c'est effectivement d'essayer de lutter au maximum contre l'isolement et contre la décision individuelle. C'est pour ça qu'effectivement les conditions cumulatives, qui effectivement dans certains établissements ne sont pas réunies, c'est qu'elles soient réunies. C'est que ce ne soit pas issu d'une décision individuelle, que ce ne soit pas hors de cas de bonne pratique. Donc là, c'est clairement le rôle des sociétés savantes. S'il n'y a pas eu de prononciation des sociétés savantes, un intérêt clinique démontré, c'est là où qu'une médecine complémentaire ou même alternative peut parfois devenir une médecine traditionnelle, si effectivement son utilité est démontrée. Je n'ai pas d'exemple particulier en tête. Et puis également qu'il y ait forcément un débat collectif, un débat d'équipe entre la communauté médicale et soignante. Ça paraît effectivement indispensable. Et c'est en ça, finalement, c'est un peu la même réponse qu'on peut faire à la remarque de Madame la sénatrice. Comment est-ce qu'on peut également, au sein d'une équipe, repérer une personne qui peut être effectivement infiltrée ou agir pour le compte d'un organisme? Je crois que la solution, elle est presque dans les gènes de l'hôpital. C'est la notion de travail d'équipe. C'est surtout ne pas laisser un professionnel seul. Je prendrai également un exemple, pour le coup, un bon exemple, pour tout ce qui concerne le traitement du cancer, où un individu peut être, donc là on est sur une pathologie de long cours extrêmement douloureuse, où les médecines classiques n'ont pas toujours des réponses à apporter, et où parfois aussi des professionnels de santé peuvent pas prendre le bon chemin et proposer eux-mêmes des thérapies qui ne sont pas validées. La Mévilude et l'INCa ont développé tout un système d'information et eu des plaquettes justement pour, en équipe, repérer ces situations problématiques et éviter les dérives individuelles. Et je crois que dès lors qu'on insistera sur cette notion d'équipe, dès lors qu'on sécurisera au maximum, et que même, y compris au terme de la réglementation, au terme du ministère de la Santé, qui a une responsabilité pour moi absolument fondamentale pour aider les directions d'établissement et les communautés médicales, dès lors qu'on évitera au maximum des décisions individuelles, on pourra, j'espère en tout cas, mieux se protéger de ces dérives, puisqu'on est sur des situations qui laissent beaucoup de part au jugement individuel. Je voudrais rajouter deux choses par rapport à toutes ces interrogations qui sont bien difficiles et pour lesquelles on a, comme vous le voyez, on n'a pas de réponse, on a des alertes, on a des réflexions, pas forcément de réponse, et notamment la question frontière, la question des frontières. Si je prends un exemple, la question de la relaxation, par exemple. La relaxation, c'est deux choses. C'est une bonne chose quand elle permet aux gens de pouvoir s'approprier pour eux-mêmes une forme de lutte contre la douleur ressentie, et ça peut être la pire des choses quand elle est le mode d'entrée dans autre chose. Et là, la frontière, elle est difficile, elle est extrêmement difficile. La deuxième des choses que je voulais dire, qui peut-être a à voir plus particulièrement avec le secteur privé non lucratif,
je dirais qu'il peut y avoir, et en tout cas en ce qui concerne la FEAP, c'est quelque chose que nous actionnons énormément, il peut y avoir deux modes de contrôle. La première des choses, c'est la gouvernance associative. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos organisations, nous incitons énormément, plus que ça encore, et ça a même fait l'objet d'une direction vie associative au sein de la FEAP, à travailler sur la question des séminaires de réflexion des conseils d'administration, de la question de l'engagement, de la mise à jour des projets associatifs, pour qu'ils soient vraiment dans cette transparence, je dirais, au sein même des conseils d'administration, et aussi de la question de quoi est fait ce projet et de quelle addition de légitimité, de valeur portée par des individus qui font le portage politique de l'organisation. Ça, c'est un point qui me semble-t-il est un point fort, de pouvoir vérifier au sein même de la gouvernance de quoi est fait cet engagement des hommes et des femmes qui portent politiquement les organisations, puisqu'ils en sont les instances dirigeantes. Même si ce sont des instances bénévoles, ce sont des instances dirigeantes. Et le deuxième volet, en tout cas dans notre pratique, par rapport aux questions qui sont posées, là, par rapport à la question des pratiques professionnelles, c'est que dans notre travail, nous incitons aussi les directeurs généraux, je le mets au féminin aussi bien évidemment, à se mêler de pratiques professionnelles. Nous avons créé en fin d'année dernière un colloque qu'on a appelé le gouvernement des pratiques professionnelles pour travailler avec les directeurs et les directeurs généraux sur ces questions de comment, en tant que directeur, dans des organisations qui aussi sont portées par des projets qu'il faut remettre au goût du jour, qu'il faut retravailler, qu'il faut mettre sur la table, sur lesquels les gens doivent travailler par rapport à la question du sens de l'engagement. On travaille sur un projet, c'est de dire qu'à partir de ça, comment est-ce que les directeurs, les directrices des organisations se mêlent de pratiques professionnelles et comment ce travail qui est fait d'organisation, de gestion, de management, etc., est aussi un travail fait qui est porteur des valeurs de l'organisation, du projet qu'il porte et de la manière dont les personnes qui sont soignées, accompagnées, sont prises en compte et en considération. Et aujourd'hui, il y a aussi dans cette question des pratiques professionnelles une avancée, mais quand je dis ça, c'est pas pour autant que ici ou là, ça ne se passe pas, bien évidemment. Il y a aussi cette question que le soin ne vaut pas sans l'accompagnement et cette incitation forte, en tout cas de notre part, de se mêler des pratiques professionnelles qui ne sauraient, en tant que telles, n'appartenir que aux praticiens titulaires d'un métier. C'est quelque chose qui fait partie de l'institution et qui n'est pas la propriété privée de tel ou tel individu, fût-il porteur d'une spécialité. En tout cas, c'est dans ces modalités-là qu'on essaye aussi de mettre en tout cas de la cohérence, en tout cas du projet et en tout cas aussi quelque chose qui est en permanence recentré sur l'objectif qui est comment soigner, accompagner les personnes avec des fonctions support qui sont des moyens et non pas des fins, et de remettre au goût du jour ces questions des pratiques professionnelles. En tout cas, c'est une préoccupation, je dirais, au-delà même de la question qui se pose aujourd'hui, sur la question des dérives sectaires, mais c'est vraiment de se mêler des pratiques. Oui, par rapport à cette démarche que j'entends bien, sur quels arguments et sur quels critères vous appuyez-vous pour, apprécier le bien fondé ou pas des propositions, professionnelles qui sont faites? Parce que c'est pas uniquement une approche citoyenne qu'il faut avoir aussi une approche argumentée et scientifique, non? Alors, il y a deux choses. Il y a la première des choses c'est la question du projet. Sur quel projet est-ce que c'est sous-tendu et qui, du coup, implique aussi une préoccupation de la manière dont les personnes sont prises en compte. La deuxième des choses, c'est, je parlais de cet arsenal qui n'existait pas jusqu'à une période récente, qui est aussi de travailler à partir des conférences de consensus, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, qui sont aujourd'hui l'outil à partir duquel il peut y avoir la mise en œuvre d'un regard.
Je trouve qu'effectivement, l'idée de s'appuyer sur les travaux de l'HAS est une bonne idée. Malheureusement, je veux dire, les travaux de l'HAS sont très parcellaires pour l'instant, et en plus, ils sont en général orientés vers une espèce de technicité. Alors, j'ai l'impression que concernant justement ces médecines complémentaires, on est justement dans la médecine et non pas dans la technique médicale. On est dans une espèce de médecine mal définie, molle, en termes de définition même de contenu. Donc j'ai l'impression que c'est là la difficulté. Même si, effectivement, on pourra un jour peut-être s'appuyer sur les conférences de consensus, il n'empêche qu'il restera toujours cette non-définition d'une partie de la médecine. Oui, juste deux points d'ordre un peu général. On comprend bien, on a bien compris qu'il y a une difficulté entre médecine alternative et médecine complémentaire. Parfois, le fil est extrêmement ténu, d'où la difficulté. Ce qui me préoccupe, c'est l'instance de décision, donc dans l'établissement, donc de manière extrêmement décentralisée, alors que les problèmes qui sont posés sont des problèmes généraux qui sont posés à l'ensemble des établissements, à l'ensemble de vos 3 fédérations par ailleurs. Donc la question que je veux vous poser, c'est ne pensez-vous pas qu'il serait utile d'avoir des décisions qui soient beaucoup plus centralisatrices, d'une certaine manière, et qui s'imposeraient à tous, et qu'il n'y ait pas des appréciations à géométrie variable en fonction des hôpitaux, en fonction des fédérations éventuellement, voire en fonction des régions où l'on discute, où l'on débat, où l'on décide. Donc ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire d'avoir des décisions qui soient beaucoup plus centralisées, de manière à ce que ce soit des personnes qui soient à la fois efficaces, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, bien entendu, mais qui soient bien au fait des questions qui leur sont posées, techniquement, je dirais même philosophiquement peut-être aussi, et de manière à prendre des décisions qui s'imposeraient à tous, à l'ensemble du territoire national. Deuxième question, c'est par rapport à l'information. Comme vous êtes le représentant des 3 fédérations, donc je voudrais savoir si les informations par rapport au risque de dérive sectaire circulent complètement en direction à la fois des patients, également en direction du personnel médical, pour les alerter sur les risques de dérive sectaire dont ils peuvent faire l'objet, et également sur la nécessaire information qui pourrait être donnée de ce qu'est la Miviludes. En ce qui concerne la FEAP, 2 choses. La première des choses, par rapport à votre question et à la question de la centralisation des décisions, c'est vrai qu'on est dans une fédération où chaque unité est une entité juridique autonome et que donc, du coup, il n'y a pas, sauf, enfin, par le truchement des chartes, etc., mais il n'y a pas de possibilité d'une fédération à part l'exclusion. Et encore faut-il avoir des bons motifs et la connaissance de motifs. Il n'y a pas de possibilité de prendre des décisions qui s'imposeraient à l'ensemble des personnes, ce qui peut être, par rapport à ce que vous disiez, une première difficulté. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à la Miviludes, par exemple, notre organisation participe, comme les autres, à des fonds d'assurance formation, et par ce biais-là, nous avons commencé à travailler sur cette inquiétude au niveau des dérives sectaires par le biais de la formation. Et donc, du coup, à l'issue des groupes de réflexion sur les questions éthiques qui sont mis en œuvre par l'OPCA, que nous gérons paritairement et collectivement, c'est vrai que des informations régulières à l'issue de chacune des réunions de réflexion sont mises à la disposition de l'ensemble de nos adhérents par l'envoi d'une newsletter qui dit, voilà, sur ce sujet-là, nous avons été à la réunion et voilà les points qui nous ont semblé intéressants et qu'on met à votre disposition avec les liens, etc. Donc une information permanente sur ces sujets. Et puis la deuxième des choses, et en tenant en compte le fait que nous ne sommes pas une entité juridique unique, mais que chacun est autonome, le conseil d'administration et le directeur général de la FEAP ont souhaité mettre en place
une organisation, un groupe de réflexion sur les questions éthiques avec des adhérents et en s'associant avec une université et avec d'autres organisations, notamment l'assistance publique qui réfléchit beaucoup sur ces questions, pour pouvoir avoir avec les adhérents régulièrement des sujets qui soient travaillés et qui fassent l'objet alors d'une diffusion sur les réflexions qu'ils portent, pas sur ce qu'il faut faire. Bien évidemment, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais en tout cas pour mettre à leur disposition, par le biais des informations régulières, les questions qui sont mises en discussion par rapport à ce qu'on appelle la réflexion éthique, dont ce sujet-là fait partie. Merci. Merci beaucoup. C'est finalement pas un sujet facile, hein, entre la différence entre la médecine alternative et la médecine complémentaire, la notion de société savante, parce que juste comme ça, mais il existe une société savante de naturopathes et un ordre des biomagnétiseurs. Sont-elles des sociétés savantes et faut-elle se fier à elles pour essayer de mettre en place un règlement quelconque, même des expérimentations au niveau de l'HS. S'il n'y a plus de questions, c'était juste une observation. Les sociétés savantes, on ne sait pas ce que c'est non plus. Ou alors, il faut les définir et dire un tel l'est, puis un tel ne l'est pas. Et là, on n'a pas fini. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous. Merci pour l'ensemble des renseignements que vous nous avez donnés. Et bonne soirée à vous. Et à demain pour nous.